Un épisode de ce podcast que vous êtes en train d'écouter a été nominé au Paris Podcast Festival, sorte de César du podcast. C'est l'épisode 11 qui a été nominé. Il s'intitule « Mon analyste a mis fin à nos séances par un texto sans explication ». Cet épisode concourt au prix du public. C'est tous les nominés qui s'affrontent dans un vote en ligne, que dis-je, un pugilat sanglant qui déterminera l'élu. Alors j'aimerais vous demander de voter. Mais vous allez me dire, détends-toi, on se connaît pas, et t'es qui d'abord ? Moi, c'est Guillaume, je suis l'instigateur de ce podcast, podcasteur passionné et bénévole. Autodidacte, je fais mes podcasts tout seul de A à Z. Gagner ce prix, ça m'apporterait une visibilité déterminante. Ça m'aiderait à trouver mes futurs témoignages et peut-être même un modèle économique. Alors pour voter, c'est super simple et ça prend 5 secondes. Vous cliquez sur le lien que je mets dans le descriptif de cet épisode et ensuite il suffit de cocher la case 20. Vous avez jusqu'au samedi 22 octobre minuit. Allez, maintenant place à l'épisode. Bonne écoute. Est-ce que ça enregistre là ? Ah ouais, c'est bon. Salut et bienvenue sur le podcast Ma dernière séance de psychanalyse. Dans ce podcast, des analysants et des analystes racontent leur chemin sur le divan et comment la psychanalyse a changé leur vie, ou pas d'ailleurs. Cet épisode est un épisode de rebondissement. Isabelle nous raconte comment elle découvre à 26 ans qu'elle a été adoptée, son rapport aux mensonges de ses parents et comment la psychanalyse l'a aidée sur ce chemin de renaissance. Petit PS avant de vous laisser avec l'épisode, en ce moment j'apprends comment améliorer le son de mes podcasts. Et malheureusement, la qualité sonore de cet entretien a un peu souffert de mes erreurs de micro. Rien de trop grave, mais pour celles et ceux sensibles des oreilles, je vous demande un peu d'indulgence. Promis, ça ne va aller qu'en s'améliorant. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à bientôt. Est-ce que tu es OK pour qu'on commence ? On y va. Comment t'appelles-tu ? Isabelle. C'est ton vrai prénom ? Oui. Comment tu te sens là ? Je me sens un petit peu stressée, mais très contente d'être là. Pourquoi c'était important pour toi d'être là ? J'ai envie de témoigner sur le chemin et sur ce que peut apporter un travail sur soi, sur ce que ça peut amener de bon, de beau et la légèreté que ça peut amener dans la vie. J'ai vachement hâte du coup que tu racontes, trop bien. Tu as fait combien d'années de psychanalyse en gros ? Je suis encore en analyse et je suis dans ma 20e année à peu près. Ok. Si tu devais me dire le premier mot qui te passe par la tête, le premier mot le plus important qui te passe par la tête, à propos de ces 20 années d'analyse, ça serait quoi ? Amoureuse. Ah, tu t'es rapproché du micro, il y avait une évidence. Oui. C'est le premier mot que j'ai dit en arrivant chez ce psy. J'ai dit « je veux être amoureuse ». Il m'a dit « très bien, allongez-vous ». Et du coup, 20 ans plus tard, tu l'as été amoureuse ? Alors, amoureuse peut vouloir dire énormément de choses. Donc oui, je suis amoureuse. De qui ? De quoi ? Je suis amoureuse de mon compagnon, Patrick. Je suis amoureuse de lui, mais quand on dit amoureuse, on pense souvent à un être humain. Mais c'est pour ça que j'allais dire, je suis surtout amoureuse de la vie. Enfin, je suis amoureuse de la vie. Quels ont été les principaux nœuds que tu as travaillé, que tu as l'air de continuer à travailler, mais là si on prend les 20 dernières années, est-ce que tu peux juste les citer, puis après on va les creuser ? C'était pour moi le premier, le plus important, arriver à me sentir mère, arriver à... Je voulais un enfant, c'était évident pour moi. J'ai pas eu de soucis pour avoir d'enfant. Et quand elle est née, c'est comme si une partie de moi s'était effondrée. Et j'avais l'impression de ne pas aimer ma fille. Et ça, c'était la plus grande douleur qui puisse m'arriver. Est-ce que tu peux me citer un autre nœud ou c'est le principal ? Ce nœud découle d'autre chose. C'est voir la maltraitance que j'avais subie, la comprendre et apprendre à vivre avec. Je pensais que j'avais des parents parfaits. Pendant très très longtemps, j'ai pensé ça. Alors, faut bien entendre que quand je parle pas des parents réels,
je parle de ce que j'ai vécu auprès de mes parents. Si on parle des gens réels qu'ils étaient, ils ne sont pas que ça. Mais mon expérience avec eux a été quand même celle principalement de la maltraitance. Et autre chose aussi, puisque je suis là aussi. Mais j'avais jamais vu ça en fait dans mon histoire. Avant du coup qu'on creuse, je regrette de pas avoir rebondi sur la première chose que t'as dit. T'as dit que tu te sens un peu stressée. Est-ce que moi je peux faire quelque chose là pour qu'on se détende? Ça se sent à ce point-là? Non, pas du tout. Ah, t'as pas du tout l'air stressé, mais non. Est-ce que moi je peux faire quelque chose? Est-ce que moi, en gros, je te donne un tip qui marche sur moi, une astuce. Dis-moi. Quand moi je dis mon stress, ce qui me stresse, déjà j'ai 40% qui s'envolent. Qu'est-ce qui te stresse? C'est de parler de moi et de me nommer réellement. C'est de pouvoir témoigner en fait de mon histoire. Là, ça me crée une émotion. Parce que j'ai appris très tard, juste avant d'être enceinte, j'appelle ça l'annonce. Juste avant de tomber enceinte, j'ai appris que j'avais été adoptée. Donc peut-être que là, je témoigne pour la première fois, alors en mon nom d'Isabelle que m'ont donné mes parents adoptifs, mais je vais témoigner j'allais dire cette histoire, voilà, que j'ai quand même encore du mal à m'approprier, qui est mon histoire, où je vais parler de ça. Est-ce que on commence par ça te va? Ça me va. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu as grandi jusqu'à quel âge sans savoir que tu avais été adoptée? 26 ans. Comment se fait le déclic? Comment tu apprends l'annonce? Comment se fait l'annonce, si tu me racontes? Je vis à Paris, mes parents vivent en province, et comme toutes les semaines, j'appelle mes parents. C'est un rituel que nous avons. C'est le dimanche soir. Donc j'appelle mes parents. Ma mère a une voix complètement bizarre, une voix pas fluide, entrecoupée, elle fait pas une phrase entière. Il est assez tard dans la soirée, donc je lui demande de me passer mon père. Je demande à mon père qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a. Il me répond je ne sais pas. Donc il est bizarre lui aussi, il a une voix normale, il parle normalement, mais sa voix il me dit je ne sais pas, ça me paraît improbable. Je lui ordonne un petit peu d'appeler le médecin pour voir ce qui se passe. Je suis loin, géographiquement. Et je lui demande de me rappeler. On est en 1997, nous n'avons pas les portables. Donc quelques heures plus tard, mon père me rappelle et me dit, donc là il est très tard, 23h à peu près, mon père me dit, les médecins supposent une rupture d'anévrisme, ta mère est hospitalisée, je raccroche parce que je pars avec elle. Je me dis, je suis très pragmatique, je n'ai aucune émotion, aucune sensation, je ne ressens rien, je suis factuelle, je vais dormir, j'ai beaucoup de kilomètres à faire et je m'en irai demain matin. Voilà. Le matin, je prends la voiture, je pars à l'hôpital en Auvergne et sur la route, j'appelle mon travail factuellement. Je dis à mon travail, ma mère est hospitalisée, je ne viendrai pas aujourd'hui. J'appelle la personne qui sera le futur père de ma fille, pareil. Ma mère est hospitalisée, c'est tout. Je te rappelle quand j'ai des nouvelles. Quand j'arrive à l'hôpital, dans la voiture, je roule. Enfin, je refais un peu une vie à mon père. Je sais qu'il a quelqu'un dans sa vie qu'il aime beaucoup. Je me dis, si jamais ma mère est morte, il pourra aller vers cette personne et passer beaucoup de temps avec elle. Voilà, je suis très factuelle, je n'ai aucune émotion. Quand j'arrive aux urgences, j'ai un petit stress quand même aux urgences de me dire où est-ce que l'on va m'orienter. À l'accueil, la dame me dit, vous allez au fond du couloir, voilà. J'arrive au fond du couloir, ma mère est assise sur un lit, tout habillée. Mon père est assis à côté d'elle, les bras croisés et une jambe croisée l'une sur l'autre. Et là, voilà, j'ai un peu, tu me regardes dans une tête, un état de stupeur, j'ai cet état-là. Ma mère me voit et elle fond en larmes, pousse des cris, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Je compte sur mon père pour qu'il dise quelque chose et il ne dit rien. Je suis interdite, je suis stupéfaite. Je trouve juste à lui dire, je sais pas, je sais pas. Une infirmière est là, rentre dans la pièce et dit « Je vous prie de vous rendre dans le bureau du médecin psychiatre qui se trouve à côté. » Nous allons tous les trois donc, dans le bureau du médecin psychiatre. Je ne me souviens pas de l'entretien, je me souviens juste qu'elle dit « Vous pouvez rentrer chez vous. »
Je me souviens pas du tout de ce qui se dit. Donc nous repartons. On a 2 voitures puisque moi j'arrive de Paris. Donc nous allons chez mes parents. Nous prenons place dans la cuisine, qui est un petit peu la pièce où on discutait. On s'assoit. Ma mère insiste. Qu'est-ce que tu fais là ? Mais je ne comprends rien et je ne me pose pas de questions en fait. Donc je lui dis, je bafouille. Je dis, je sais pas. T'es à l'hôpital. J'attends que mon père dise quelque chose et lui, il lève les épaules au ciel. Il ne dit rien. Elle insiste, je dis écoute, on est une petite famille, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, donc je lui dis ça, on est une petite famille, on est que tous les 3. Si je viens pas quand j'apprends que t'es à l'hôpital avec un truc grave peut-être, j'ose même pas dire ce qu'il en est parce que c'est pas du tout ça ce qu'elle a. Donc je lui dis je viendrai jamais. Et ma mère me répond mais oui, Isabelle, la vie n'est pas facile. Oui. Et elle se tourne vers mon père et lui on lui dit ou on lui dit pas. Et mon père se lève, quitte la pièce. Et là, tu me vois avec le sourire, hein, mais c'est ubuesque. Donc il quitte la pièce et je dis apparemment, c'est la seule chose que je trouve à dire, ça me concerne, est-ce que tu peux revenir ? Il revient et ma mère dit oui, on t'a adopté, mais de toute façon tu le savais déjà. Alors et quelque chose s'arrête en moi sans que je m'en rende compte. Je lui dis juste non, je ne le savais pas. Elle me dit si, tu le savais, je sais que tu le savais. Sa meilleure amie avec qui elle était grande confidente et qui avait cette info m'a dit que tu voulais un enfant, donc je sais que tu le sais. Non, je ne le savais pas. Au même moment, le téléphone sonne. Ma mère me demande d'aller répondre, je vais répondre. C'est évidemment la personne qui sera le futur père de ma fille qui me dit mais qu'est-ce qu'il y a ? Et j'arrive pas à lui parler, donc la seule chose que je trouve à lui dire, c'est je sais pas, je viens d'apprendre que j'étais adoptée. Je raccroche. Enfin, je lui dis je raccroche, donc je raccroche. Je reviens dans la cuisine, ma mère regarde l'heure, elle me dit il est midi, on va manger. Tu vas mettre le couvert, Isabelle ? Voilà. Sans te dire rien de plus ? Non. C'est quoi le lien entre l'annonce et l'hôpital ? Il n'y en a pas de concret, sauf que je pense que ma mère avait été aussi... Alors, l'analyse m'a permis de comprendre un petit peu les mécanismes de fonctionnement des gens et de ce qui a pu se passer chez mes parents. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai compris que ma mère avait eu des phases alcooliques, par exemple, parce qu'elle souffrait trop, parce que l'alcool, ça peut aider à moins souffrir. Et je pense qu'elle avait bu et que mon père n'étant pas en capacité de voir ça, quand je lui ordonne d'appeler le médecin, elle avait bu, je pense, et pris des médicaments ce soir-là. Donc je pense qu'elle est hospitalisée. Je pense, ça n'est jamais dit dans ma famille. Ça me paraît être une évidence. On est reçu par un médecin psychiatre, rien n'est dit, ou je me souviens pas de ce qui est dit. On appellerait ça une tentative de suicide. Pourquoi ils ne me l'ont... ça parle pas. Enfin, on est dans la petite bourgeoisie provinciale. Tout est tu. Rien n'est dit. Enfin, je sais pas dans quel sens le tourner. Donc, je pense que c'était ça. Donc, le lien. Par contre, elle a eu peur. Elle m'a vu arriver. Elle portait ce secret depuis que j'avais été adoptée à l'âge d'1 an. C'est énorme. Parce que j'ai aussi compris ça, que c'était énorme à porter. À ce moment-là, tu commences l'analyse. C'est ça qui est déclencheur de l'analyse. C'est quoi le lien entre l'annonce et la psychanalyse ? L'annonce fait que 15 jours après cette annonce, je suis enceinte. Alors que je voulais un enfant depuis 1 an et j'y arrivais pas. Nous voulions un enfant, vraiment. Et je ne tombais pas enceinte. Je tombe enceinte 15 jours après. Je suis enceinte, pardon, tombe pas enceinte. Je suis enceinte 15 jours après. C'est jour pour jour. Et enceinte, ça devrait être la plus belle nouvelle de ma vie. Sauf que moi, à l'intérieur de moi, je vis des angoisses que je maîtrise pas du tout. Je suis pas dans un monde où on parle. Donc je ne parle pas. Je ne nomme pas. Je sais pas ce qui m'arrive. Je suis censée être la plus heureuse des femmes. Puis il y a quand même ce truc autour de la maternité qui reste. Hein. Ma fille va avoir 25 ans, mais c'est encore là. C'est merveilleux. Oui, certes. Mais ça ne l'était pas du tout. Donc je plonge dans des angoisses massives, hein, c'est le mot que j'ai appris en psychanalyse, massives, ingérables pour moi, mais je ne peux pas les nommer.
Donc je faisais de la danse africaine parce que la danse africaine me canalisait beaucoup dans ma colère, mes angoisses. J'arrête de peur que le bébé tombe, enfin que le fœtus, j'arrête, mais sans demander si je peux ou pas. J'ai tellement peur, j'arrête. Donc je me prive de tout ce que j'aime. Et tes angoisses ont commencé quand tu as appris que tu étais enceinte. Je fais le test de grossesse et je m'en rends pas compte, hein. Je te dis ça avec beaucoup de recul. Je sombre dans l'angoisse. Et tu commences la psychanalyse combien de temps après ? 15 jours après avoir accouché. Je traverse cette grossesse engluée dans mes angoisses. Je ne peux pas en parler. J'ai essayé juste un jour à mon gynéco de dire je suis un peu stressée, j'ai appris que j'étais adoptée il y a pas longtemps. Ah, c'est merveilleux. Moi, je voudrais adopter des enfants, ma femme veut pas. Quel dommage. Sujet clos. Sujet clos. S'il avait entendu un tout petit peu, j'apprends que je suis adoptée, je tombe enceinte 15 jours après. Ouais. Est-ce que la psychanalyse t'a aidé à connecter avec tes parents, à entendre ton histoire, à faire émerger ton histoire ou pas ? Je comprends pas tes questions. Parce qu'elle était peut-être pas très claire. Est-ce que tu as pu parler avec tes parents de pourquoi l'adoption, de quelle adoption, de comment, est-ce que tu as pu retracer le puzzle et quelle a été, est-ce que la psychanalyse a aidé à ça ou pas du tout ? Alors oui, avec mes parents, mon père, le jour où ils l'ont annoncé, m'a dit « Pour moi, tu es ma fille, on n'en parle plus jamais, c'est terminé ». Nous n'en avons jamais reparlé. Tu as essayé de leur en reparler ? Mon père, non, même pas. Et ma mère, très peu, a des petites, je dirais des ponctuations, comme ça. Par contre, la psychanalyse, avoir été adoptée veut dire avoir été abandonnée. J'ai mis beaucoup de temps, ça. Beaucoup de temps à intégrer ce concept. Voilà. Et avoir été abandonnée, ça veut dire qu'il y a une autre femme. Par contre, la violence de c'est pas la violence de la naissance, mais c'est la violence d'être mère. Enfin, ce que j'ai ressenti en étant mère, cette violence de pas arriver à j'aimais mon enfant. Enfin, c'est évident, mais de ne pas le ressentir. En fait, voilà, c'était ça. C'était tellement douloureux. Puis j'avais des copines à qui j'avais parlé quand même. On dit il faut que tu fasses des recherches. Donc grâce à alors quand j'ai accouché. Je suis rentrée en thérapie, une amie m'a conseillé son psy, ça a commencé comme ça, elle m'a dit tu prends rendez-vous, je te garde ta fille. Parfait, enfin voilà. J'étais très seule, le papa de ma fille ne pouvait pas entendre tout ça. J'avais rencontré quelqu'un qui était très fragile, mais à l'état de ma fragilité. Bon, moi j'avais pas conscience, ça aussi je l'ai compris en analyse. J'avais rencontré quelqu'un à la hauteur de mes fragilités. Donc en fait c'est quelqu'un qui a des soucis psy, mais énormes, qui est mythomane. Donc qui se posait pas de questions, qui mentait beaucoup. Bon, tout ça s'est regroupé plus tard, hein. Pour que je comprenne bien, c'est quoi les informations que tu as réussi à obtenir au milieu de ce champ de silence, de non-dit? Tu as quelles informations du coup quand tu rentres en psychanalyse? Tu sais que tu as été adoptée à 1 an. Est-ce que tu as d'autres informations concrètes? Non. Je rentre d'abord en thérapie. J'accouche. C'est tellement difficile pour moi. Cette amie me donne le numéro de son thérapeute. J'arrive en thérapie en balançant tout ça, en fait. Le thérapeute ne prend pas l'ampleur de j'étais en dépression du postpartum, mais très grave. Mais ça se voit pas. Je pense que le thérapeute m'a vue comme tu me vois aujourd'hui physiquement. Enfin, avec 25 ans de moins, mais tu vois, assez ouverte, assez... voilà. Donc il n'a pas vu l'ampleur. Par contre, ce que j'ai pu travailler chez lui, c'est de me séparer du père de ma fille, de réaliser que lui aussi me mentait et de comprendre tous ses mensonges. Donc je me sépare de lui. Ça, c'est ce travail-là que j'ai fait avec ce thérapeute. Mais ce thérapeute n'ayant pas saisi l'ampleur de ma problématique, il ancre tous mes symptômes. Parce que derrière cette façade, il y avait... j'étais au niveau 0 de ma confiance en moi. Et lui, à chaque fois que j'arrivais, c'était pourquoi tu croises les jambes, pourquoi tu fais ci... Pourquoi tu fais ça comme ça? Pourquoi tu mets pas tes lunettes alors que tu en as? Voilà. C'était un psychanalyste? Non, pas du tout. C'était un psychothérapeute. Je pense qu'il avait pas fait assez de travail sur lui. Mais moi, j'étais tellement dépendante, tu vois, j'avais tellement besoin d'être aidée que j'essaye de modeler. Donc, je mets mes lunettes, je me maquille plus. C'est quoi son problème avec les jambes?
qui se croisent ou pas? Quand je croisais les gens, mais ils me disaient c'était une thérapie, tout ce que tu fais est remarqué, donc si je croise les gens, c'est peut-être quelque chose à cacher. Enfin voilà, pourquoi je mets pas les lunettes, qu'est-ce que je veux pas voir, pourquoi je souris tout le temps, je souris tout le temps, je sais pas, et c'est pas le moment de m'interroger là-dessus. Mais j'ai pas compris tout ça, j'ai pas saisi. Et du coup, comment tu rejoins la psychanalyse? Oui, donc je passe 5 ans avec lui, et je ne me rends pas compte de tout ça, et je m'ennuie. Mais alors je m'ennuie. Et je me dis, mais moi je veux faire une psychanalyse en fait, je veux aller sur un divan. Alors attends, t'es en dépression postpartum? Oui, mais ça se voit pas. Et quand tu dis je m'ennuie, ça veut dire que tes symptômes dépressifs ont disparu et tu t'ennuies en séance? Je les masque bien, il n'en a jamais eu conscience de ces symptômes, ou alors il ne m'en a jamais fait part, ou ça n'a jamais transparé, je sais pas comment on dit, transparu, et ça ne se voit pas. Okay. Je traverse, tu veux, je quitte le père de ma fille, elle a 8 mois, je fais 46 kilos, il faut juste que je m'en sorte. Je travaille, tu vois, je suis très maigre, je veux dire, je mange pas beaucoup, il faut que j'élève ma fille, il faut que j'arrive, il voit pas, mais moi je veux vivre, à ce moment-là je ressens juste que je veux vivre. Pourquoi, tiens, j'ai envie de faire une psychanalyse, ça te vient d'où cette envie? Je ne sais pas, mais à ce moment, je fais 5 ans avec ce thérapeute, je sens que je m'ennuie en séance, que j'ai plus rien à dire, qu'il ne m'amène rien. J'aime pas les séances que je fais avec lui, je me sens jugée. Alors quand même, j'évolue en 5 ans, hein, je me sens jugée, je comprends pas pourquoi il me dit toujours pourquoi tu relèves tes manches, mais j'arrive pas à échanger. Je n'arrive pas à être dans l'échange, ou confronter. Ouais, je n'arrive pas du tout à le confronter. Moi, je sais que je m'ennuie. Je rencontre la personne qui va être le père de ma 2e fille. Et il me dit, moi je fais une psychanalyse, si ça t'intéresse, voilà, je peux t'orienter, super, allons-y. J'ai commencé comme ça. Au moment où tu commences la psychanalyse, tu comprends quoi de sa différence de procédure par rapport à la psychothérapie que tu viens de faire? Déjà, je suis sur le divan, et puis je me rends compte qu'il n'intervient pas, qu'il soutient ma parole, et que je suis libre. Je me sens libre. Et je me sens accompagnée et pas jugée. Et moi, je te rejoins complètement dans mon cheminement de réflexion autour de la psychanalyse, et ayant moi-même récemment fait une psychothérapie d'un autre courant où le thérapeute était plus engagé, parlait, ça m'a été très utile. Mais c'est pas du tout la même chose. Et il y a quelque chose de très limitant dans le jugement rapide du thérapeute, mais pas malveillant du tout. Non. Mais je sais pas si je peux mieux expliquer ça, mais bien entendu, c'est moi ou les sonneries là des ambulances sont très fortes aujourd'hui? Alors je les trouve très fortes, oui. Ouais. Oh, tu n'habites pas chez moi, donc tu ne peux pas savoir. Excuse-moi, mais c'est vrai que j'ai senti pendant ces mois de psychothérapie en face à face à parler que les propos du thérapeute limitent la profondeur de la rencontre avec moi-même. Elle la limite à l'étage 2 ou l'étage -2, ce qui est très bien, hein. Donc il me valide ou il m'ouvre une fenêtre de l'étage -2, mais en fait en psychanalyse, moi, je me souviens que le silence soutenant m'amenait à des étages -3, -4, -5. Mais là tu rentres en psychanalyse dépressive, tu arrives à aller à l'étage -5, -6? Il me faudra 10 ans. Alors oui, j'y arrive, mais en douceur, en fait, à mon rythme. Alors, je te dis ça aujourd'hui, 20 ans plus tard. Quand je te dis à mon rythme, ça veut dire que comme je me sens libre, j'amène ce que je veux. Et je me sens tellement étayée. Étayée, mais sans jugement, et sans jugement, sans a priori, et sans paroles déplacées, avec des mots, simplement parfois un mot qui me fait comprendre dans l'état dans lequel je suis. C'est-à-dire, un jour j'amène quelque chose, il me dit ça s'appelle des phobies. Tiens, première fois que j'entends ce mot. Je suis phobique depuis l'âge de 7 ans à peu près. Ça, je l'ai retrouvé en analyse, bien sûr, hein, les âges, l'avant. Mais ce mot, je ne l'avais jamais entendu. Qu'est-ce que tu lui as amené? Quelle phobie? Je sais plus, mais je me souviens, il me dit ça, c'est une phobie. Je sais plus. J'avais la phobie de vomir, mais je sais plus ce que je lui dis, et il me dit ça s'appelle une phobie. Et il me donne l'explication. Et on continue la séance. Waouh! Voilà, un exemple. Donc je cherche. Et puis au fur et à mesure, je vais dire, mais à quoi sert une phobie? Tu vois, je vais poser parfois des questions, parfois il me répond,
techniquement, hein. Parfois pas. J'ai dit, ok, c'est que c'est à moi de trouver. C'est à moi de trouver dans mon histoire. C'est en avançant, ça. Hein. J'ai fait beaucoup de séances. Hein. Comment la psychanalyse t'a aidé à dénouer la maltraitance? Alors, est-ce que tu l'as dénouée, pardon? En tout cas, à la visibiliser, la comprendre, c'est ça que tu m'as dit. J'ai commencé par comprendre la maltraitance. Comment ça s'est passé en psychanalyse? Oui, j'ai passé beaucoup d'années à hurler contre mes parents. Littéralement, tu hurlais pendant la séance? Enfin, je hurlais, non, je parlais, je criais, j'étais en colère. J'étais en colère contre mes parents qui m'aient pas dit que j'avais été adoptée. Voilà, Et un jour, tu sais, c'est ce chemin qui se fait tout doucement. On détricote quelque chose, on se rend pas forcément compte qu'on l'a détricoté, et un matin, on se dit, ah ouais, tiens, c'est plus comme ça. Donc, je suis pas sûre de bien comprendre. Chaque semaine, quand ça te passe par la tête, tu dis ta colère que l'on t'ait menti. Tout le reste, que j'arrivais, je réalise que ma mère a fait une tentative de suicide, je réalise l'alcoolisme de mon père, c'est un alcoolisme mondain, je réalise les maux de ma mère sur moi. C'est quoi le lien entre l'alcoolisme mondain de ton père et la maltraitance? Quand il buvait, il rentrait très tard, il buvait, il mentait beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'est pas chez Cosette, je sais pas comment dire ça. Ça se voit pas forcément, si tu veux. Il allait beaucoup au resto avec son travail, tout ça, donc ça se voyait pas. Mais moi, au quotidien, il buvait beaucoup. J'ai la porte de la cave qui s'ouvre. Tu vois, personne ne sait. Je suis fille unique, enfin adoptée fille unique dans un milieu très clos, la petite bourgeoisie provinciale. Ce que je veux dire, voilà, c'est que c'est pas un monde idyllique. Je rebondis un peu sur pourquoi je témoigne, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est un petit peu un monde idyllique parfois. Et dans cette maison, en fait, dans leur maison, que je n'ai jamais réussi à dire aussi dans ma maison, c'est leur maison, il s'y cachait beaucoup de choses. Mon père buvait, s'endormait devant la télé, je pouvais pas parler avec lui, il était colérique, je pouvais pas avoir un sujet de discussion, c'était aussi un taiseux. Ça fait pas de lui quelqu'un de mauvais. Mais c'était là, ça, au quotidien. Il y avait les infos en boucle, fallait se taire. Ma mère avait des paroles assassines tout le temps à mon égard. Tout ça, je comprends. Et au fur et à mesure, je finis aussi par comprendre qu'ils sont responsables mais pas coupables. Et ça a été, voilà, tu parles de choses transformées. Des années plus tard, je comprends qu'ils sont, voilà, responsables mais pas coupables. Et ce processus-là, c'est ta force de dire sur le divan. Enfin, tu vois comment... C'est la parole. C'est la parole et parfois des apports du psy. Il t'en vient sur justement ce déclic, ils sont responsables mais pas coupables? Je me suis longtemps posé la question comment on pouvait être aussi méchant avec un enfant et l'aimer. Parce que, alors j'avais ma fille... Je souffrais tellement de pas pouvoir l'aimer comme j'avais envie de l'aimer. Et puis, elle grandissait. Je l'ai emmenée aussi chez un psy, pour qu'elle puisse... qu'on puisse arriver à tisser du lien, à ce qu'elle aussi, elle puisse évacuer peut-être... ce qui se passait ou pas. De toute façon, voilà. Et j'ai oublié ta question. Pas de problème. Est-ce qu'il te revient pour que, voilà, quelqu'un qui nous écoute, qui n'a pas fait de psychanalyse et qui se dit, je comprends pas comment, séance après séance, elle arrive à comprendre, à mettre des mots sur cette maltraitance et arriver à ce déclic. Ils sont responsables et non coupables. Est-ce le contraire? Non, je pense que c'est dans le bon sens. Ils sont responsables. Pas coupable. Alors comment la psychanalyse a agi? Est-ce que tout simplement, si tu avais rencontré une amie chaque semaine avec qui tu avais discuté, est-ce que tu ne serais pas arrivé à la même conclusion? Non. Est-ce qu'il te revient des mots du thérapeute ou des moments qui montrent, qui illustrent la mécanique de la psychanalyse? Moi, si tu me posais cette question, je ne saurais pas y répondre. Je sais pas y répondre. Voilà. Non, je sais pas y répondre. Non, je ne sais pas y répondre. Je peux dire que parfois, le diable réside dans les détails. Et parfois, on en a marre de ce diable qui est dans les détails. Et un matin, on se lève, il y a plus ce détail-là. Et c'est ça, moi, la psychanalyse, c'est que je me rends compte, en fait, en parlant. Avec un psy qui parfois dit des mots. Moi, j'ai pas un psy silencieux, j'aurais pas pu. Je
je me lève et si, un déclic. Un jour, je lui dis, alors très longtemps après, je lui dis, mais mes parents viennent à Paris, il faut encore que j'achète les bouteilles d'alcool à mon père, j'en ai marre. Et là, il arrête la séance, il me dit, non, vous n'achèterez pas les bouteilles d'alcool à votre père. Je le regarde, mais hébété. Je lui dis, si. Il me dit, non, vous n'achèterez pas les bouteilles d'alcool à votre père. À demain. Je pars avec ça. Alors, j'ai quelques années, déjà. Voilà un exemple. Ah, mais il est super interventionniste, du coup. Là, il a été ce jour-là. Très peu. Je repars. Waouh, comment je vais faire ça, moi? Et là, pour te donner une idée, ça fait pas si longtemps que ça que je suis en analyse à ce moment-là. 5-6 ans chez lui. Ouais, ça me fait 10 ans quand même. Qu'est-ce que ça fait, ce non? Je dis, il y a un truc en dessous. Je sais qu'il a raison. J'ai jamais fait ça. Comment je fais? Il y a un truc qui veut me faire comprendre. Il veut me faire comprendre quelque chose à travers ce non. Et je me dis, mais oui, mais pourquoi? Et si tu veux, quand on sort de séance, je pense que tu peux témoigner de ça aussi. Ça fait du chemin. On réfléchit. Donc je pars avec cette phrase. Non, vous n'achèterez pas les bouteilles d'alcool à votre père. Ouais. Mais, et là, je réalise, ah oui, c'est moi, sa fille, qui achète les bouteilles d'alcool à mon père pour qu'il vienne me voir à Paris. Moi et ses enfants. Moi, sa fille et ses petits-enfants. Je fais un beau lapsus. Peut-être que je lui donnais plus d'enfants qu'il n'a pu en avoir. Et là, je suis avec ça. Ouais. Ma mère m'appelle et me dit, bon, alors on arrive telle date, donc t'iras au supermarché acheter les bouteilles d'alcool à ton père. Je dis, non, je n'irai pas acheter les bouteilles d'alcool à papa. Et ma mère me répond, grand silence, eh bien on ne vient pas. Et là, la colère sort. C'est incroyable. Je dis, ah ouais, donc si j'achète pas les bouteilles d'alcool pour papa, vous ne venez pas à Paris, c'est bien ce que j'ai entendu. Mais oui, mais tu comprends. Ah non. Là, je suis forte en fait, je suis forte de cette phrase et de toutes mes séances. Je dis non, je comprends pas. Avec une pointe d'humour, j'ai toujours eu beaucoup d'humour, je pense que ça m'a beaucoup aidée. Je dis bah non, je comprends pas. Et elle me dit, mais alors j'écoute, il n'y a pas de mais. Je n'achèterai pas les bouteilles d'alcool à papa, c'est terminé. Vous venez si vous avez envie de me voir et de voir les filles. Voilà. Je pense qu'on va raccrocher. Enfin, j'avais dit ça comme ça. Bon, ils sont venus. Voilà un exemple. Qui est super parlant. Je suis content d'avoir insisté avec ma question. T'as raison, il y a des choses comme ça, oui. Moi qui suis pas dans ta famille, j'ai du mal à comprendre, enfin j'ai envie de bien comprendre. Ton père a une consommation d'alcool. Je comprends pas, en fait on habite à Paris, il y a des supermarchés, ils arrivent en train. Pourquoi c'est à toi d'acheter combien de bouteilles? C'était quoi leur rhétorique, que je la comprenne? Très bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça fonctionnait comme ça. Je pense que j'étais coincée dans quelque chose de familial. Depuis toute petite, j'allais acheter les bouteilles de vin avec mon père et je les jetais dans l'évier avec ma mère. Mais ça, c'est pareil, j'ai mis des années à le réaliser en analyse. Tu les jetais, ça veut dire que vous essayez qu'ils boivent moins? Bah oui, mon père, j'allais avec mon père à la cave, chez le caviste, pardon. Non, parce que ça s'appelait comme ça, on va à la cave. Enfin, bref, mais en fait, c'est chez le caviste. Nous, il m'emmenait avec lui, si tu veux, ça prétextait une sortie, et en fait, il allait acheter ses bouteilles. C'était du bon vin, hein. Je te dis, on est dans la petite bourgeoisie provinciale, hein, donc c'est du bon vin. Et plus tard, ça, je le faisais avec mon père. Il me demandait de pas le dire à ma mère. Et avec ma mère, quand mon père était pas là, elle me disait, viens, on va acheter les bouteilles. Donc, on vidait les bouteilles dans l'évier. Mais ça, je le sais pas. Enfin, comment te dire? Je le sais pas. Ça se fait. C'est comme une norme de vie. C'est ma vie. Moi, j'ai envie de tenter une réponse à ma question d'il y a quelques minutes, qui est, en fait, comment, à force de dire sur le divan, et surtout pourquoi, quel intérêt, mais comment on arrive à un résultat. Je trouve que là, tu l'as imagé, parce que là, il y a eu une intervention de l'analyste. Sans intervention de l'analyste, moi, je crois que dans cet espace soutenant, où tu peux aller à tous les étages de ta parole, il y a quelque chose qui se consomme, il y a quelque chose qui s'évide ou qui se vide. Moi, je sais qu'en analyse, je l'ai déjà dit sur ce podcast, je pleurais beaucoup et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui se vidait de moi, parce que parfois, en plus, j'avais ma journée très occupée, assez joyeuse. J'arrivais en séance, pam, je vidais des larmes et j'étais un peu perplexe en me disant, mais c'est quoi le rapport? J'allais super bien ce matin. Donc, il y a comme quelque chose qui se fait. Et à force de dire,
peut-être on ouvre un peu les fenêtres de chaque étage, ça recircule mieux, ça respire mieux, ce qui fait que on peut faire des petits pas de décalage quant au système, parce que tu parles en fait d'un système familial usuel, et du coup je crois que l'oxygène qu'on s'est amené dans tous ces étages, un jour on se dit ah bah tiens, je pourrais faire différemment, et j'ai envie de faire différemment comment. Moi je sais pas si je m'en serais remis si mon analyste m'avait lui dit comment faire quelque part, mais toi ça t'a aidé, c'est chouette. Il m'a protégée. J'étais au cœur de cet alcoolisme depuis des années. Ma mère faisait quand même, après j'ai compris, elle avait fait plusieurs tentatives de suicide. Personne le sait, sauf mon père. Comment l'as-tu compris ? Bah, c'est un peu ce que tu dis en fait, mais je le comprends parce qu'après j'ai plein d'images qui me sont venues régulièrement en analyse. Un soir, mais là j'ai une vingtaine d'années, je la trouve allongée dans la salle de bain, inanimée. J'appelle mon père qui vient, et puis il lui dit allez lève-toi. Enfin, je te caricature, c'est vrai que je sais qu'on est pris par le temps, donc je te résume, c'est très très résumé. Il la force à se relever, il arrive à la faire relever, aller la coucher, et rien n'est dit, mais c'est une TS, elle a pris trop de médicaments, trop d'alcool. Après j'ai... TS, tentative de suicide. Oui, pardon. Oui, il y en a eu plusieurs, tu vois, comme ça, où elle s'endort sur le canapé, mais lourdement, enfin, c'est... Au fur et à mesure de déconstruire. Et puis alors, je participe à beaucoup de colloques psychanalytiques parce que ça me passionne. Donc ça fait très longtemps que je lis de la psychanalyse, que je participe. Donc je comprends comment ça, des mécanismes aussi, comment ça fonctionne. Quel boulot pour mettre des mots dans des silences ancestraux. Parce qu'en fait, on ne fait que hériter des silences de la génération du dessus, et on transmet nos silences à la génération du dessous, quoi. Oui, et je suis assez épatée parce que tu parles de ça, et ma fille, alors j'ai une deuxième fille qui a 16 ans, mais la grande, qui va avoir 25 ans, alors dans l'héritage positif, par exemple, elle fait du pole dance, et j'ai toujours rêvé de faire ça. Tu vois, j'en ai jamais fait. Donc, il y a plein de transmissions qui se font sans parole. Je sais plus ce qu'elle fait aussi. Je me dis, le pole dance, c'est, tu peux sur la barre. Oui, elle danse sur la barre dans un club de gym. Là, pour l'instant, elle apprend. Ou avec le cerceau. Et je me souviens avoir rêvé de faire ça. Je l'ai pas fait, peu importe, mais il y a des transmissions silencieuses. Et je pense qu'elles sont dans le positif comme dans le négatif. Et je pense que ça c'est mon intuition, mais quand on fait un travail sur soi, on arrête des impacts négatifs. Une fois qu'on a mis des mots, l'impact négatif du silence qui se passe de génération en génération s'arrête. C'est évident parce que tu vois, mes parents ont eu un enfant mort avant moi, et moi j'ai été adoptée, j'ai eu 2 enfants. J'apprends que je suis adoptée, j'ai 2 enfants. Donc j'ai stoppé cette chaîne de la rupture, enfin en tout cas de l'enfant mort. Enfin il y a quelque chose et de l'adoption. Il existe des services en France qui te permettent, toi, de dire, voilà, j'ai été adoptée dans cette région-là. Est-ce que tu as pu constituer un dossier Encore grâce à la psychanalyse, j'ai été, quand ma fille est née, quand elle est née, quelques mois après, j'ai été voir mon dossier. Là, j'avais besoin de m'inscrire quelque part, moi, parce que j'ai été adoptée, donc je flottais. J'avais la sensation, de flotter totalement. Même si ce thérapeute a pas été toujours OK avec moi, le premier, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a quand même un étayage, je suis accompagnée. Donc j'ai une sensation de flottement, donc je vais chercher mon dossier à la DAS. J'ai des infos suffisamment pour pouvoir retrouver ma mère biologique. Voilà. Ça prendra 10 ans. Le temps psychique n'est pas le même que le temps de la réalité. Quand je suis chez l'autre analyste, il se trouve qu'on attend beaucoup, et on échange beaucoup dans les salles d'attente. C'est très rare, c'est un lacanien. J'y suis pas allée pour ça. J'y suis allée parce que je pouvais aller sur le divan. Plus tard, je découvre que c'est un lacanien, et je me rends compte que j'aime beaucoup cette manière de pratiquer. Alors attends, parce que là je t'ai perdu. Non, tu m'as pas du tout perdu, mais merci. Tu me poses une énorme info que tu m'avais pas dit de ta mère biologique, et je veux du coup juste moi dans ma tenue d'interview pas l'oublier. Oui. Et après j'avais quand même envie d'aller dans cette parenthèse du lacanien, et je crois comprendre. Donc moi pardon, je reprends ma phrase. Je crois comprendre que les rendez-vous n'étaient pas à heure fixe, que tu attendais, que tu tiens un peu à la merci. Et là, on sent tout mon jugement par rapport à cette formule. Mais donc, tu n'avais pas d'heure. Quelle était ton heure ?
J'avais pas d'heure fixe, mais je venais tous les jours, 20 heures. On va dire ça. Tous les jours? Oui, j'y suis allée tous les jours quand je souffrais. Alors, tu me poses des questions, alors ça m'emmène. Non, mais à ma deuxième grossesse, lui, il saisit, ce psychanalyste-là, ce psy-là, saisit, bien sûr, ce que ça peut être pour moi d'être enceinte. Donc, quand je suis enceinte, là, j'hurle ma douleur et ma peur, enfin, mes angoisses, parce que quand j'apprends que je suis enceinte, pareil, je veux un enfant. J'apprends que je suis enceinte, je me sens beaucoup plus forte, je me sens guérie, ce qui n'est absolument pas le cas. J'apprends que je suis enceinte, même processus, je sombre dans les angoisses. Il te propose une séance par jour, et tu arrives à quelle heure à peu près? J'y vais le soir, 20 heures. À l'heure que tu veux? Non, c'est à peu près 20 heures, hein. C'est des rendez-vous, mais... Tu arrives à 20 heures, tu t'assois, et tu attends combien de temps en général? Ça peut être 1 heure, on va dire 1 heure, 2 heures, ça peut être ça. C'est absolument passionnant. Mais alors, j'ai toujours envie de dire quand les gens, parce que ça fait toujours, ça fait réagir les gens. Moi, j'ai envie de dire, des fois, j'ai envie d'aller le voir, c'est quelqu'un aussi de génial, faut voir tous les procédés. Je vais voir d'autres psys, j'ai été voir d'autres psys où j'attends pas, c'est super aussi. Mais là, c'est très spécifique à l'analyse lacanienne, alors, je cherche pas, moi, j'ai pas d'obédience, hein. Ah non, moi, je trouve ça passionnant parce que, dans la thérapie courte que j'ai fait récemment, le thérapeute est arrivé la première séance m'a pris 10 minutes en retard, 15 minutes en retard, et j'ai commencé la séance je me suis mis en colère, où en gros j'ai dit quel est votre cadre en fait, parce que moi si je sais pas à quelle heure ça commence, etc. Et je trouve ça passionnant parce que déjà j'ai noté la puissance de ma colère pour 10 minutes, mais ça dit beaucoup de mon rapport au contrôle. J'ai beaucoup entendu mon père aussi dans ma réaction, ou vraiment à la minute près. Et alors moi j'aurais été incapable, je pense que c'est me tirer trop loin. Il se passait quoi pour toi pendant cette heure d'attente? Tu lisais des magazines? Je discutais. On était plusieurs à attendre en fait. Il y a 1 heure, c'est pas des rendez-vous fixes comme c'est chez un autre thérapeute. Donc on se retrouve à plusieurs dans la salle d'attente et c'est un échange. Et je dirais que la séance, elle se fait là parfois. Et je vais rebondir sur ta question. Un jour, j'attends. Il y avait quelqu'un avec qui je discutais souvent qui me dit mais il faut que tu ailles voir ta mère biologique. Tu peux pas passer à côté de ça. Avant ma séance, hein. Il me dit voilà, moi je travaille à Air France, j'ai des billets pratiquement gratuits, je t'emmène, enfin je te fais bénéficier de la gratuité partielle des billets, on y va. C'était en province, je vis toujours à Paris, hein. Et ça a été un vrai déclic. Donc je rentre en séance avec ça. Alors X me dit que faut que j'y aille, qu'il peut m'emmener et tout. Alors j'ai fait quelques séances avant d'y aller. Et après, j'ai décidé... Alors, ça a été mon déclic pour y aller, soutenu par le psy, bien sûr. Et après, je me dis non, j'y vais pas avec X parce que moi, je le connais pas et c'est pas sa démarche. Donc, je me payerai mon billet d'avion, je peux le faire, voilà. Mais tu vois, ça, c'était un truc hyper fort. Je comprends des phases alcooliques de ma mère quand le soir elle m'insulte et que je sais pas pourquoi elle m'insulte. Je discute un jour avec une femme aussi que je vois souvent dans la salle d'attente. Elle m'explique son alcoolisme, comment ça se passe et son processus quand elle est saoule, elle ne se rappelle pas de rien. Parce que je lui disais c'est pas possible de pas se rappeler. Elle me dit si et elle m'explique. Voilà comment ça se passe. Donc je comprends que les soirs où ma mère, à partir de 22h, me faisait des phrases assassines, me traitait de tous les noms, je comprends que c'est parce qu'elle a bu, parce que le lendemain elle ne se rappelait de rien. Je comprends que c'est l'effet de l'alcool. C'est pour ça que je dis responsable mais pas coupable. Bien sûr qu'elle était responsable de boire à ce moment-là, mais elle boit parce qu'elle souffre. Et après elle se rappelle pas de ce qu'elle m'a dit. Et grâce à une femme dans la salle d'attente. Je trouve ça super touchant, émouvant pour moi, parce que j'ai l'intuition que dans la suite de ma vie, je vais m'inviter à plus de flexibilité, parce que je crois qu'il se passe des choses très belles. Bon, là, il y a un exemple très puissant, mais mais ça, c'est vraiment une opinion très intime et personnelle que je me permets de partager, mais dans comment j'ai envie de naviguer ma vie, quoi. Et c'est vrai que, en tout cas, toi, tu joues le jeu de ces séances. Mais alors attends, t'attends presque 1 heure, puis t'as combien de temps de séance? Parfois 5 minutes? Ouais. Oui. Oh là là là. Il est arrivé 1 fois ou 2, parce que des fois je disais c'est trop court. Donc un jour il m'a laissé parler. Au bout d'un moment j'en ai marre de parler, c'est trop. Donc il s'est beaucoup marré, tu vois. Je me souviens plus exactement, hein, mais et une fois j'ai fait une phrase, il m'a arrêté là. Mais alors je me souviens plus non plus de quelle phrase c'était, mais je sais que à chaque fois ça amène un truc énorme.
Est-ce que lui a dit des mots autour de la rencontre, d'aller rencontrer ta mère biologique ou pas? Il m'avait dit que c'était une très bonne idée. Et donc il te donne quand même son point de vue. Non, je lui avais dit que j'y allais. Il m'a dit très bonne idée. Mais je me souviens plus de ces mots exacts. C'est pas forcément ces mots en plus. Rarement il me donne son point de vue. Parfois il y a un mot. Oui, allez-y. Enfin, tu vois, oui, allez-y. Si je lui dis j'y vais, il me dit oui, allez-y. Pas très bonne idée. Oui, allez-y. En fait, il soutenait mon désir, tu vois. Voilà, tu parles de rigidité. Moi, pourquoi j'ai aimé ce psy, c'est étonnant. J'étais quelqu'un de très rigide. Tout est rentré dans des petites cases. Ça dépassait pas. Fallait, tu vois, on mange à 20h. C'était peut-être pas ça, mais tout était comme ça. Voilà, tout devait rentrer dans les petites cases. Et là, je découvre une liberté absolue avec quelqu'un, en plus, avec qui je me sens profondément bien. Le transfert se fait. Vraiment, et ça marche parce que je vois bien que je change. Et je vois bien qu'il me soutient, et je vois bien, c'est ça aussi. C'est pour ça que, et le fait d'être dans cette salle d'attente, justement, et de plus manger à 20h, et de rencontrer des gens, et d'échanger, et qu'il se passe plein de choses, c'est énorme dans une analyse. C'est long, une analyse. C'est douloureux. C'est douloureux. Est-ce que tu as rencontré ta mère biologique? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je me suis fait jeter, encore une fois. Bon, alors elle était pas d'accord. Si tu veux, pour faire court, dans le dossier de la DAS, il y avait des erreurs mal stabilotées. Il y avait son nom qui apparaissait. Donc j'ai réussi à la retrouver comme ça. Stabiloté, ça veut dire la personne. Je suis née sous X. Donc normalement, les dossiers de la DAS, tu as les infos que la mère veut bien laisser, mais vraiment, on ne peut pas voir qui est-ce. Et là, c'était mal stabiloté. Ils avaient mal effacé. Ils m'ont envoyé le dossier en ayant mal effacé certaines choses. Donc, ouais, ça c'est incroyable. Mais je remercie la DAS. Et donc j'ai pu voir la ville où elle était. Il y a pas 150, c'est des petites villes en province. Là par contre je protège, c'est des toutes petites communes. Et tu veux dire tu vas pas dire le non, bien surtout sûr pas. Non, bien sûr que non. Donc tu vas, c'est-à-dire tu as son nom. J'ai son nom, son adresse. Je trouve son nom, son adresse. Tu prends l'avion. Je prends l'avion. Je loue une voiture. Pourquoi pas le train? Oh, c'était plus rapide en avion. Okay. Tu arrives. Non, parce que du coup, je voulais savoir, on est encore en France métropolitaine. Oui, parce que le papa de ma fille travaille aussi Air France, donc j'ai la gratuité partielle finalement par le père de ma fille. C'est marrant, ça coûte très très cher pour toi dans tes revenus un billet, je me rends pas compte. Non, pas là, ça coûte 10 € justement l'avion. Parce que comme mais sans cette gratuité, en fait, ça fait 2-3 fois que la gratuité revient. C'est parce que au moment de tes moyens, à ce moment-là, tes moyens financiers ne peuvent pas permettre. J'imagine que c'est 150 € l'aller-retour. Mais je sais pas, tu as raison, c'est un bon sujet, l'argent. L'argent est un grand sujet et vaste sujet aussi. Pour toi? Analyse. Oui, aussi. Non, parce qu'il y a un moment donné, je me suis dit, mais ça doit coûter 2000 €. Non, ça coûte 150 ou 200 €, t'as raison. Et à ce moment-là, tu as les moyens d'investir si tu le décides. Okay. Mais l'argent est un vrai sujet aussi. On va au bout, tu prends l'avion, tu arrives. Je loue une voiture, je fais les 150 km qui me séparent de l'aéroport là, chez elle, et j'arrive, et je sais très bien me scinder en deux. Je sais quitter mon monde émotionnel, puisque j'ai vécu comme ça très très longtemps, jusqu'à l'annonce de l'adoption sans monde émotionnel. Donc me scinder, je sais faire. Donc j'arrive, je veux pas me faire jeter d'emblée. Donc pour qu'elle accepte, je sais pas si elle est là, mais comme on est dans une toute petite ville de province, tu vois, très profonde, on est samedi matin, je me dis, j'ai des chances qu'elle soit là. On est en quelle année ? Ma deuxième fille doit être en 2005. Donc on a internet, téléphone, t'as essayé de l'appeler ? Mais avant, mais j'ai eu une fin de non-recevoir. Elle ne veut pas me voir. Donc tu as un message d'elle qui te dit... C'est très clair. C'est non. C'est pas elle ne veut pas le reconnaître, c'est pas elle. Et elle fait une erreur au téléphone, elle me dit est-ce que le bébé a été baptisé ? Donc c'est elle. J'ai toutes les infos pour dire que c'est elle. Quelques années avant aussi, j'ai participé à un colloque d'Anne Ancelin Schossenberger, qui a écrit beaucoup sur Aïe mes aïeux, celle qui a écrit Aïe mes aïeux, à Avignon, avant qu'elle ne décède. Et elle dit à un moment, quand on ne sait pas quelque chose, faut faire le deuil. Ça m'agace, ce genre de phrase à l'époque, donc je me lève dans la salle, je dis voilà, moi je suis adoptée, comment on fait le deuil de quelque chose qu'on ne sait pas ? Comment ? Je veux bien faire le deuil, comment ? Bon, elle me répond, faut le faire le deuil. Et là, il y avait plein d'associations d'enfants qui aident les enfants à retrouver leurs parents, qui sont venus me voir à la fin. Et il y a quelqu'un qui m'a aidée et il a retrouvé les infos la concernant en me demandant que je ne dise pas comment il avait fait pour trouver ces infos. Donc j'ai eu toutes les infos la concernant.
Et en quoi qu'elle dise au téléphone, est-ce que l'enfant a été baptisé, révèle que c'est ta mère biologique? Parce qu'après, dans les infos, j'ai croisé les infos et c'est elle. J'ai eu des infos concrètes, nom, prénom, c'était sûr. Okay. Voilà. Donc on est samedi matin, t'es devant l'adresse. Voilà, il y a une dame dehors, une vieille dame. Je lui dis bonjour, je suis étudiante. Je faisais très très jeune. Donc je dis je suis étudiante en je sais pas quoi, en généalogie je crois. Donc je fais une recherche sur une dame qui a eu beaucoup d'enfants ici, dont le mari est mort subitement et qui a élevé ses enfants toute seule, très courageusement. Ah oui, elle me dit c'est ma voisine. Elle est partie au marché, elle va revenir. C'est facile. Quand elle revient, donc je la vois arriver de loin. Donc je vais la voir. Et je dis bonjour, pour ne pas me faire jeter tout de suite, parce que je sais qu'elle va je prends le risque qu'elle me jette et je sais qu'elle va me jeter. Je dis bonjour, je suis, voilà, étudiante. Je fais un peu ça. Je dis non, en fait, je suis Isabelle, je suis votre fille, enfin, je suis, voilà. Et elle me regarde droit, elle me dit non, ce n'est pas moi. Voilà, je pense que là, c'est pas possible. Ce n'est pas moi. J'ai dit mais si c'est vous, je sais. Enfin, j'avais pas envie d'insister non plus. Cette femme, elle a construit sa vie autrement. Je veux dire, elle a abandonné un enfant, mais elle pouvait pas faire autrement à l'époque. J'ai compris ça aussi. Elle aussi, elle est responsable, mais pas coupable. Voilà, je suis née en 1971. L'avortement n'existait pas. Enfin, n'était pas légal, pardon. Existait, mais pas légal. C'est extrêmement douloureux d'avoir un enfant quand on n'en veut pas. Donc, et elle est très catho. Donc elle avait 6 enfants, donc c'est une relation avec un adultérienne. C'est ça, elle l'a indiqué au moment où elle. C'est écrit sur le dossier. Son mari est mort subitement. Elle a eu une relation avec un homme marié. Je suis née de cette union, donc elle explique clairement qu'elle ne peut pas garder l'enfant. Elle te dit pas d'autre mot que ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. J'insiste pas, je veux dire, je suis déjà en thérapie là, hein, je suis en analyse, donc je me dis ok, je ramène ça chez mon psy, voilà, et je vais faire avec. Mais je peux faire le deuil là. Elle ne veut pas, je l'ai vue, puis je vois qu'elle est bien physiquement, ça me rassure. En quoi ça te rassure? Bah parce que quand tu apprends que tu es, enfin moi quand j'ai appris que j'étais adoptée, c'est Ferenczi qui écrit ça, c'est un psy, qui écrit que l'horloge continue de tourner, mais il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui s'arrête. Et ça, je l'ai compris plus tard. C'est-à-dire que tu continues à vivre, mais en soi, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Au moment de l'annonce, tu veux dire? Ouais, mais je m'en rends pas compte au moment de l'annonce. Puis en plus, je tombe enceinte, enceinte. J'aime pas cette expression, je tombe enceinte. Je suis enceinte 15 jours après. J'ai d'autres préoccupations que de me soucier de mes états d'âme par rapport à ce sujet. Pourquoi, dans ton chemin, tu es allée à la rencontre de ta mère et pas de ton père? Alors, biologique. Je suis allée à la rencontre de ma mère parce que je l'ai retrouvé. Sur lui, il y a très très peu d'informations. J'en ai une, qu'il travaille à tel endroit. En telle année, il travaille à tel endroit. J'appelle l'entreprise. Et l'entreprise me dit non, mais tous les dossiers sont jetés. Enfin, on n'a plus les dossiers. Je me dis que c'est elle qui m'a porté. Ça veut pas dire que... Mais après, si tu veux, dans mon long chemin analytique, c'est pas mes parents, eux. Mes parents, c'est mes parents adoptifs. Elle, c'est ma génitrice. Oui, c'est ma génitrice qui a eu... Je sais que je suis désirée. Ça, j'ai l'intuition profonde que je suis désirée. J'ai toujours eu cette intuition. Je pense que je suis désirée. Ouais. En tout cas, t'es née du désir. Oui. Voilà, c'est ça. Je suis pas désirée, mais je suis née du désir. Et c'est important, ça. C'est énorme. Tu as commencé cet échange en disant qu'un des enjeux clés pour toi dans la psychanalyse, c'était de pouvoir aimer ta fille. Comment est-ce que la psychanalyse t'a aidé à ça alors? C'est en ouvrant les fenêtres de tes différents étages, te permettant du coup de poser face à tes parents, tu veux qu'on les appelle parents adoptifs, ou face à tes parents et face à ta mère génitrice, les actions qui te sont nécessaires pour oxygéner et donc pouvoir refaire vibrer l'amour avec ta fille? Comment ça marche? Comment ça marche? Est-ce que déjà tu as eu un impact sur cet amour avec tes enfants? Est-ce que ça t'a aidé? Oui, alors la grande a certainement le plus souffert de cette difficulté que j'avais à créer du lien. La deuxième, par exemple, j'ai une relation très fluide avec elle. C'est évident, ça a été évident. Enfin, c'est pas évident d'avoir un enfant, mais la relation a été là dès le début.
la relation était là. Enfin, le lien, pardon. Est-ce que tu fais un lien entre comprendre et mettre des mots sur la maltraitance, te repositionner face à tes parents avec plusieurs S, et cet enjeu de toi être parent et aimer? J'en avais jamais fait. C'est toi qui m'amènes ça là. Non, j'en ai jamais fait. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, du coup Ouais, non, mais j'en avais jamais fait. En tout cas, tu n'arrives pas à me dire comment la psychanalyse t'a, du coup, aidé sur ce nœud de l'amour avec ta fille. J'ai compris, si tu veux, au fur et à mesure des séances, alors déjà, très vite, je comprends que ma fille aînée est un cadeau de la vie. Enfin, c'est grâce à elle que je commence une thérapie. C'est grâce à sa naissance. C'est grâce à la venue de ce petit bébé, en fait, que je commence. Donc, ça, c'est énorme. Tu vois, la venue de ce bébé qui était si douloureuse pour moi. C'est pas la venue du bébé qui était douloureuse, c'est le lien que je n'arrivais pas à créer. Donc ça, je commence une thérapie grâce à la naissance de cet enfant. Enfin, je veux pas c'est pas elle en tant que sujet, mais c'est vraiment la naissance de cet enfant. Est-ce que ça veut dire que si le lien de toi, enfant, avec tes mères, si lui, ce lien-là, il est pas clair ou il est cassé, rompu, ça te permet pas, toi, en tant que femme, de créer un lien avec une enfant? Ça. Le thérapeute qui m'a fait du mal a eu une phrase énorme. D'abord, voilà, j'ai quitté l'homme avec qui j'étais et il a eu une phrase quand elle était toute petite, au bout de 3 semaines de thérapie, il me dit: maintenant, vous allez dire à votre enfant que comme vous avez été abandonné, vous n'arrivez pas à créer de lien, mais que vous l'aimez. Je suis rentrée avec ça chez moi. Ça, c'est le premier thérapeute. Interventionniste. Mais là, je pense que cette phrase, elle a quand même eu un impact. Moi, j'avais un bébé, je sais pas, d'1 mois, 2 mois, peut-être un peu plus tard, mais petit. Mais je la revois assise, elle tenait quand même pas mal assise. Bon, bref, elle est toute petite. Mais comment je vais lui dire ça? Donc, je l'assois face à moi et je lui dis... puis, tu sais, les bébés, ils gazouillent, enfin, elle bougeait beaucoup. Et puis, je lui dis, il faut que je te parle. Et je lui dis, je la regarde, je lui dis, voilà, tu sais, avec beaucoup d'émotion, mais contenue, hein, parce que moi, je pleurais pas à l'inverse de toi. Je pleurais pas du tout. Très contenue, je lui dis, tu sais, je t'aime, ça c'est sûr, mais j'ai beaucoup de mal à être maman parce que moi, j'en ai pas eu à la naissance. Et là, elle me regarde, voilà, elle s'est arrêtée de bouger. Et il y avait une intensité, ouais, ça, tu vois, c'est un moment que j'avais oublié. Il y a eu un regard, et je me suis dit, elle a compris. Elle a compris. Ouais, et ça, je pense que ça, tu vois, c'est des étapes. Alors, elle était tout bébé, mais ça, c'est des étapes. C'est impressionnant. Oui. Quand tu reviens en analyse avec les mots de ta mère biologique, parce qu'à un moment donné, tout à l'heure, tu as dit, je reviens avec ça en thérapie. La suite de ce chemin, ça a été quoi, du coup, en analyse? Ouais, ça clôt le fait que je veuille la voir. C'est terminé. Ouais, alors je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais non, j'ai pas besoin. Quand les gens me disent, mais tu veux pas la retrouver encore une fois? Non, je veux pas essayer. C'est pas ma vie. C'est pas elle m'a pas élevée. Ok, j'ai compris. Voilà pourquoi elle a eu une relation avec quelqu'un. Je suis née de cette relation. Elle n'a pas pu me garder parce que l'époque, blabla, elle avait pas d'argent. J'ai compris. Je n'ai pas besoin de plus. Voilà. Donc c'est clos, sujet clos. Sujet clos, pas dans les sensations de l'abandon et ce que peut créer l'abandon dans une vie, mais sujet clos sur l'être réel qu'elle est. C'est fait. Elle ne veut pas et elle a le droit. Elle a accouché sous X, faut pas oublier. J'aurais jamais dû avoir des infos. Donc sujet clos. Mais pas sujet clos parce que travailler, parce que décortiquer. J'ai envie avant qu'on termine, j'ai envie à un moment donné, on a parlé de l'argent. Là, tu viens de dire qu'elle t'avait abandonné parce qu'elle avait pas assez d'argent. Vraiment, là, je fais de la psychologie de placard, de comptoir, et c'est pour ça que je suis podcasteur et pas psychanalyste. Je m'en fous, je lance des fléchettes, et puis s'il y a des trucs qui rentrent, tu les saisis, puis ça tombe sur le mur, il y a pas de problème. En quoi c'est un sujet pour toi, l'argent? T'as dit où c'est un gros sujet? Parce que mes parents adoptifs n'ont pas su m'aimer autrement qu'avec l'argent.
Donc c'est des gens qui avaient des moyens financiers, qui avaient les moyens d'adopter un enfant. Et dans mon dossier d'adoption, quand je l'ai lu aussi, tu lis ton dossier d'adoption, donc d'abandon mais d'adoption, il est écrit « Monsieur travaille en tant que, Madame travaille en tant que, ils sont propriétaires de leur maison, donc nous leur confions à l'adoption ce bébé ». Ça, c'est le premier lien à l'argent. J'ai toujours entendu de mes parents que quand ils seraient morts, j'aurais de l'argent. C'est une phrase que j'ai entendue. Tout le temps, ils m'ont payé tout sans rien que je demande. Donc, je savais qu'ils m'aimaient avec l'argent. Il m'a fallu très très longtemps pour me détacher de ça. C'est-à-dire, comme ils te donnaient de l'argent et ils te permettaient les choses, tu n'avais pas le droit de voir leur maltraitance ? Inconsciemment peut-être. En tout cas, je pense qu'ils savent. C'est quoi le problème que tes parents, du coup, subviennent à tes besoins C'est pas qu'ils subvenaient à mes besoins. Ils m'ont acheté un appartement. À 18 ans, ils m'ont acheté une bagnole. J'ai rien demandé. Ils allaient au-delà de mes besoins. J'avais tout ce que je voulais. C'est plutôt une chance, non ? Je sais pas, en fait. Peut-être qu'après, on est moins combatif sur certaines choses. Okay. Tu vois, sur gagner son propre argent, comment on le gagne, les choix de métier. J'aurais peut-être été plus... Moi, j'ai vécu comme une grande adolescente. Enfin, ils finançaient, quand je me suis séparée du père de ma grande fille, ils m'ont payé un appart. Donc, j'ai pas un gros salaire, mais c'était mon argent de poche. Donc, j'avais pas la valeur, si tu veux. Alors, si, j'ai toujours travaillé. Je travaille depuis très jeune, mais j'avais pas la valeur. Travail peut-être non plus, tu vois. Enfin, je sais pas. Comment cette question de l'argent a été mise au travail en analyse ? Est-ce que tu te souviens ? Oui. Vous en avez parlé ? J'en parle tout le temps. Non, j'en parle pas tout le temps, mais il y a eu la question de l'héritage. Tu veux, c'était quand on sera mort, t'hériteras. Ma mère dépensait pas d'argent pour que j'ai de l'héritage, et je trouvais ça ubuesque. Moi, je voulais qu'elle se fasse plaisir, ma mère. J'ai toujours voulu que mes parents se fassent plaisir. Ils avaient les moyens et la santé. Ils sont décédés, là. Mais quand ils étaient vivants, ils avaient les moyens de se payer. Ma mère veut se refaire sa cuisine. Elle me dit non, mais je le mets sur l'assurance vie pour toi. Mais tu mets pas sur l'assurance vie pour moi. Tu te refais faire ta cuisine. Tu la casses, l'assurance vie. Enfin, tout était comme ça. Je te passe c'est des milliers de phrases. Enfin, tout le temps. Et de payer une séance par jour, elles sont à combien les séances ? Alors, je suis remboursée une bonne partie. Sinon, c'était 20 €. Alors, quand j'y étais tous les jours, j'étais remboursée. Sinon, c'était 20 € plusieurs fois par semaine. Parce qu'il est médecin aussi. Oui, il est médecin psychiatre aussi. Oui. Et du coup, t'as toujours été remboursée ? Oui. Oui. Et ça n'a pas empêché le travail de se faire. C'est intéressant, puisque d'autres disent qu'il faut que ça coûte. Oui, ça coûte de se déplacer, du temps, de l'énergie. Je peux te dire que quand tu y vas tous les jours, c'est du temps. Et en même temps, c'est un temps suspendu, hein, mais c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Surtout si t'attends 1 heure. Ouais. On va terminer cet entretien, cet échange. Pourquoi es-tu toujours en analyse selon toi ? Qu'est-ce que tu cherches encore ? Alors, je suis toujours en analyse parce que je suis pas dégagée de toutes mes phobies. Les phobies, ça se déplace. Et je suis aussi en analyse parce que je trouve que c'est passionnant. Je suis passionnée. Je crois que l'inconscient est toujours là. L'inconscient en nous est toujours là. Même si tu as réglé beaucoup de choses, l'inconscient, il est là. Et je trouve ça super d'aller bien mieux et de pouvoir amener des sujets que tu as envie de traiter. Alors, les phobies, je comprends. Est-ce que tu veux en citer une pour que quelle est une phobie aujourd'hui qui t'empêche de vivre pleinement ? Les maladies, on va dire. Les maladies. Et quel est un exemple ? C'est difficile à expliquer parce qu'elles se déplacent beaucoup. J'ai du mal à en parler concrètement. Mais peut-être que du coup, la suite de ton analyse, ça c'est justement aller creuser certains sujets. Tu peux me donner un exemple d'un sujet que en ce moment tu creuses en analyse ? Assumer ma singularité, ça fait très... Bon, c'est ça, assumer ma singularité. Vivre ma singularité, l'assumer. Est-ce que tu as l'impression que, imaginons que, donc c'est le même analyste encore aujourd'hui ? Ouais. Tu continues à attendre 1 heure et à rencontrer plein de gens dans son cabinet ? Alors, il exerce et à Paris et ailleurs. Maintenant, je vais à Paris très tôt le matin et je n'attends plus. Astuce pour ne pas attendre chez un lacanien ? Être le premier arrivé ? Non, ça doit être ça. Je suis pas la première arrivée le matin, mais j'attends bien moi à Paris parce qu'il c'est très peu d'heures qu'il fait à Paris le matin, donc j'attends pas. Imaginons que tout s'arrête.
C'est-à-dire ? Il n'y a plus d'analyse pour une raison soit heureuse, soit malheureuse. Qu'est-ce qui se passe pour toi, cet arrêt, s'il t'était imposé ? Je vais ailleurs, je cherche ailleurs parce que ça me passionne ce sujet. Je suis en formation pour devenir psy. On est obligé d'avoir des formations théoriques en France, enfin des diplômes pour exercer. D'accord. Donc je suis en formation depuis 4 ans sur une formation qui allie la psychanalyse et tout ce qui se passe dans le corps. Donc donc j'ai pas envie d'arrêter en fait. Mais j'ai jamais cherché à arrêter. Ouais. J'ai arrêté parce que je m'ennuyais avec le premier. Mais là, voilà, toi tu témoignes sur les fins. J'ai pas envie parce que je trouve ça passionnant d'avoir ce temps-là suspendu une fois par semaine, même si j'allais bien mieux, je n'irais plus, j'irais plus 2 ou 3 fois. J'irais peut-être une fois par semaine ou tous les 15 jours ou tous les mois, traiter quelque chose comme ça. Tu vois, un sujet qui est là, je sais pas quoi, peu importe. Ok, merci Isabelle. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin ? Peut-être dire à ma fille, même si elle écoutera jamais ce podcast, ma fille aînée, que je l'aime et que je l'ai toujours aimée. La deuxième aussi, ma deuxième fille, mais c'est pas la même relation. Voilà, que grâce à elle, tout ce chemin a pu se faire. Et que c'est aussi ça l'amour d'une mère. Super, onde d'amour. Merci Isabelle. Et c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, je vous demande un petit coup de main. Mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast ou un j'aime sur YouTube. Ça envoie un signal à l'algorithme qui se met à recommander le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver les prochains témoignages. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient vous plaire. Histoire de devenir moi. C'est mon dernier podcast dans lequel des gens ordinaires racontent une décision ou un tournant déterminant pris dans leur vie dans le but de devenir un peu plus eux-mêmes. Ou mon autre podcast, Comment devenir sexuellement épanoui. Des hommes gays, bi ou queer, enfin pas hétéros quoi, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir sexuellement face aux règles et aux normes. Je vous mets un lien pour écouter ces podcasts dans le descriptif de cet épisode. À ce lien, vous trouverez aussi mes réseaux sociaux si vous êtes intéressé de suivre les coulisses de mon aventure de podcasteur. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.